raconte souvent que la Seconde Guerre mondiale fut le triomphe de la technologie moderne, des chars d'assaut, des bombardiers stratégiques et des sous-marins. Mais derrière cette vision mécanisée de la guerre, se cache une vérité que les manuels militaires préfèrent oublier. Un homme a prouvé que les armes les plus primitives pouvaient humilier la machine de guerre la plus sophistiquée de l'histoire. Imaginez un officier britannique qui débarque sur les plages de Norvège avec un arc long anglais, des flèches à pointe d'acier et une épée écossaise. Ce n'est pas une légende romantique, ni l'invention d'un scénariste hollywoodien. C'est l'histoire vraie de Jack Churchill, surnommé Mad Jack, l'homme qui a tué des soldats allemands avec un arc et des flèches en plein XX siècle. Les officiers de l'état-major britannique ont d'abord cru à une plaisanterie quand Churchill a demandé l'autorisation d'emporter son arc long dans les opérations. Ils ont ri, ils ont secoué la tête. Un colonel a même noté dans son rapport: cet homme est soit fou, soit génial. Probablement les deux. Mais ce que personne ne pouvait imaginer, c'est que cette arme médiévale allait accomplir ce que les fusils modernes ne pouvaient pas faire. Elle allait éliminer des sentinelles allemandes sans déclencher l'alarme, permettre des infiltrations impossibles et terroriser psychologiquement des soldats qui ne comprenaient pas comment leurs camarades mouraient en silence. Pourtant, pour comprendre pourquoi cette tactique a fonctionné, il faut d'abord comprendre l'homme qui l'a inventée. John Malcolm Thorpe Fleming Churchill naît en 1906 à Colombo, au Ceylan britannique. Fils d'un fonctionnaire colonial, il grandit dans un monde où l'Empire britannique semble éternel. Dès l'enfance, Jack développe une fascination pour les arts martiaux médiévaux. À l'Académie militaire de Sandhurst, tandis que ses camarades perfectionnent leurs tirs au fusil Lee-Enfield, Churchill passe ses heures libres à maîtriser l'arc long anglais, cette arme qui avait décimé la chevalerie française à Azincourt en 1415. Ce que ses instructeurs ne comprennent pas, c'est que Churchill ne vit pas dans le passé. Il anticipe l'avenir. Dans son journal personnel, retrouvé des décennies plus tard, il écrit une phrase prophétique: « Les guerres modernes dépendent de la surprise. Et rien ne surprend plus qu'une arme qu'on croit obsolète depuis 500 ans. » Cette réflexion, qui semblait délirante en 1930, allait se révéler terriblement exacte 10 ans plus tard. Et la route vers la gloire militaire de Jack Churchill n'est pas linéaire. Après avoir quitté l'armée en 1936, il devient acteur à Hollywood, apparaissant comme figurant dans plusieurs films. Il représente également la Grande-Bretagne au championnat du monde de tir à l'arc en 1939. Quand la guerre éclate en septembre de cette année, Churchill n'hésite pas une seconde. Il réintègre l'armée avec une seule condition: il veut servir dans une unité où il pourra utiliser ses compétences uniques. Ce que le commandement britannique ignore, c'est que Churchill a passé des années à perfectionner une technique que personne d'autre ne maîtrise. L'arc long anglais, entre les mains d'un expert, peut propulser une flèche à plus de 180 mètres avec une précision mortelle. Mais surtout, contrairement à un fusil, il ne fait aucun bruit. Pas de détonation, pas d'éclair, pas de fumée. La cible s'effondre sans que ses camarades ne comprennent ce qui s'est passé. La première démonstration de cette tactique survient en mai 1940, lors de la bataille de France. L'armée britannique, en pleine déroute face à la Blitzkrieg allemande, tente désespérément de ralentir l'avance nazie. Churchill, alors capitaine dans le Manchester Regiment, se trouve près de l'Épinette, un petit village du nord de la France. Une patrouille allemande s'approche de la position britannique. Les soldats de Churchill se préparent à ouvrir le feu, ce qui révélerait leur position et déclencherait une contre-attaque massive. Mais Churchill a une autre idée. Il fait signe à ses hommes de ne pas tirer. Il arme son arc, vise le sergent allemand qui mène la patrouille et décoche sa flèche. Le projectile traverse l'air en silence et frappe le soldat en pleine poitrine. L'homme s'effondre. Ses camarades, stupéfaits, regardent autour d'eux sans comprendre. Pas de coup de feu, pas d'ennemi visible, juste leur sergent mort avec une flèche plantée dans le corps. Dans son rapport après action, un officier allemand survivant a écrit: « Nous ne comprenions pas ce qui se passait. Nos hommes tombaient sans raison apparente. » Certains ont cru à un tireur d'élite équipé d'un silencieux expérimental. Personne n'a imaginé qu'un Britannique utilisait un arc et des flèches. C'était impossible. C'était médiéval. C'était exactement pour cela que c'était efficace. Mais ce n'était que le début. L'évacuation de Dunkerque approche et Churchill comprend que la guerre conventionnelle est perdue.
La France va tomber. Mais il sait aussi que cette défaite va créer de nouvelles opportunités pour des hommes comme lui. Des hommes prêts à combattre différemment. Des hommes que les Allemands ne peuvent pas anticiper. En 1941, Churchill rejoint les commandos britanniques, ces nouvelles unités d'élite créées par Winston Churchill lui-même pour harceler l'ennemi avec des raids audacieux. Jack Churchill trouve enfin sa place. Les commandos valorisent l'initiative individuelle, l'improvisation et les tactiques non conventionnelles. C'est exactement ce qu'ils recherchaient depuis des années. Ce que les archives britanniques révèlent, c'est que Churchill ne se contente pas de l'arc. Il emporte également une Claymore, l'épée traditionnelle écossaise à double tranchant. Quand ses supérieurs lui demandent pourquoi il s'encombre d'une arme blanche de 1,5 m de long, sa réponse devient légendaire. À mon avis, tout officier qui part au combat sans son épée n'est pas correctement équipé. L'opération Archery, en décembre 1941, va consacrer la légende de Mad Jack. L'objectif, attaquer l'île de Vaxo, en Norvège occupée, pour détruire les installations industrielles allemandes et capturer des documents de renseignement. Le raid implique 500 commandos britanniques contre une garnison allemande d'environ 150 hommes, renforcés par des batteries côtières et des navires de guerre. Le 27 décembre 1941, à 8h48 du matin, les péniches de débarquement approchent de la côte norvégienne. Les commandos sont tendus, silencieux, tous, sauf un nain. Jack Churchill se tient à la proue de sa péniche jouant du bagpipe écossais. Il joue « The March of the Cameron Men », un air de guerre traditionnel. Les soldats autour de lui le regardent avec un mélange d'admiration et d'incrédulité. Quand la rampe s'abaisse, Churchill est le premier à sauter sur la plage. Il ne porte pas de fusil. Dans sa main gauche, sa Claymore. Dans sa main droite, une grenade. Il hurle un cri de guerre gaélique et charge directement vers la position allemande la plus proche. Derrière lui, ses hommes suivent, galvanisés par cette folie apparente. Ce que les rapports allemands décrivent, c'est la confusion totale qui s'empare des défenseurs. Un officier de la Wehrmacht a témoigné après la guerre. Nous avions été formés pour affronter des soldats modernes. Nous savions comment réagir aux mitrailleuses, aux mortiers, aux chars. Mais quand nous avons vu cet homme avec une épée qui chargeait en hurlant, personne ne savait quoi faire. C'était comme si un fantôme du Moyen-Âge avait surgi des brumes. Churchill mène l'assaut contre un bunker allemand. Il lance sa grenade par l'embrasure, attend l'explosion, puis entre l'épée à la main. Les soldats survivants à l'intérieur, désorientés par la déflagration, voient surgir cette silhouette impossible. Certains se rendent immédiatement. D'autres tentent de résister et découvrent que Churchill sait utiliser sa Claymore avec une précision mortelle. Mais l'arc n'est pas oublié. Durant la phase de consolidation de l'opération, Churchill utilise son arc long pour éliminer des sentinelles allemandes qui surveillent les approches de l'usine de traitement d'huile de poisson. 3 soldats tombent en silence, permettant à un groupe de commandos de s'infiltrer et de placer leurs explosifs sans déclencher l'alarme. L'opération Archery est un succès retentissant. Les commandos détruisent 4 usines, coulent plusieurs navires, capturent des documents cryptographiques précieux et tuent ou capturent plus de 100 soldats allemands. Mais pour l'état-major britannique, le véritable succès est psychologique. Hitler, furieux de cette humiliation, ordonne le renforcement massif des défenses norvégiennes. 30 000 soldats allemands supplémentaires sont envoyés en Norvège, des soldats qui ne pourront pas combattre sur le front de l'Est. Pourtant, ce que personne ne pouvait prévoir, c'est que Vaxo n'était qu'un prélude. En 1943, Churchill est promu lieutenant-colonel et prend le commandement du 2e commando. Sa mission, mener des opérations en Méditerranée contre les forces de l'Axe. C'est là que sa légende va atteindre son apogée. En juillet 1943, lors de l'invasion de la Sicile, Churchill mène un raid nocturne contre une position italienne fortifiée près de Catane. L'objectif est de capturer un poste d'observation qui contrôle les approches de la ville. La position est défendue par plus de 40 soldats italiens équipés de mitrailleuses. Churchill élabore un plan audacieux. Plutôt que d'attaquer frontalement, il décide d'infiltrer la position de nuit avec seulement 6 hommes. Son arme principale pour l'approche, son arc long. Dans son journal, il note « Les Italiens s'attendent à une attaque bruyante. Ils écoutent les moteurs de véhicules, les cliquetis des armes automatiques. Ils n'écoutent pas le silence. Et le silence est mon meilleur allié. » L'infiltration commence à 2 h du matin.
Churchill progresse en tête, son arc armé. La première sentinelle italienne tombe sans un cri, une flèche dans la gorge. La deuxième, postée à 50 mètres de là, s'effondre quelques minutes plus tard. Les autres défenseurs ne réalisent pas ce qui se passe. Ils pensent que leurs camarades ont simplement abandonné leur poste ou se sont endormis. Quand Churchill et ses hommes atteignent le bunker principal, ils lancent leurs grenades simultanément. L'explosion désorganise les défenseurs. Churchill entre le premier, Claymore à la main, hurlant des ordres en italien pour semer la confusion. En moins de 10 minutes, 42 soldats italiens se rendent. Un commando britannique a capturé une position entière presque sans tirer un coup de feu. Ce que les archives italiennes révèlent, c'est l'effet psychologique dévastateur de cette attaque. Un prisonnier a témoigné. Nous avions entendu des histoires sur un officier britannique fou qui combattait avec une épée. Nous pensions que c'était de la propagande. Quand nous l'avons vu surgir de la fumée, l'épée levée, certains d'entre nous ont cru que la guerre était perdue. Si les Britanniques avaient des hommes comme ça, comment pouvions-nous gagner? Mais la chance de Mad Jack allait bientôt tourner. En 1944, lors d'une opération en Yougoslavie, son commando tombe dans une embuscade allemande. Les combats sont féroces. Un à un, ces hommes tombent. Churchill, blessé, continue à combattre jusqu'à ce que sa position soit submergée. Quand les Allemands le capturent, il découvre qu'il était le seul survivant de son groupe, entouré de corps ennemis. Les Allemands ne savent pas quoi faire de ce prisonnier extraordinaire. Sa réputation l'a précédé. Les officiers de la Wehrmacht qui l'interrogent sont fascinés et terrifiés à la fois. Dans un rapport envoyé à Berlin, un colonel allemand écrit « Cet homme est soit un génie militaire, soit un fou dangereux. Il a tué plusieurs de nos soldats avec des armes médiévales. Il refuse de révéler des informations et demande constamment quand il pourra récupérer son épée et son arc. » Churchill est envoyé au camp de concentration de Sachsenhausen, réservé aux prisonniers de guerre de haute valeur. Mais même l'emprisonnement ne peut contenir Mad Jack. En septembre 1944, il s'évade avec un autre officier britannique en creusant sous les barbelés. Les Allemands le recapturent près de la frontière suisse. Il est alors transféré en Autriche, au camp de Niederdorf. Ce que les gardiens allemands ignorent, c'est qu'ils ont enfermé un homme qui considère l'évasion comme un sport. En avril 1945, alors que le Reich s'effondre, Churchill s'évade une nouvelle fois. Cette fois, il réussit. Il marche pendant 8 jours à travers les Alpes autrichiennes, parcourant plus de 150 km à pied jusqu'à atteindre les lignes américaines à Vérone, en Italie. Mais la guerre en Europe se termine quelques semaines plus tard et Churchill est dévasté. Dans une lettre à un ami, il écrit une phrase qui résume toute sa philosophie. « Si ces satanés américains n'avaient pas été là, nous aurions pu continuer cette guerre encore 10 ans. » Pour Churchill, la guerre n'était pas une tragédie à éviter, mais une aventure à prolonger. Il demande immédiatement son transfert sur le théâtre du Pacifique pour combattre le Japon. Mais avant qu'il n'arrive, les bombes atomiques tombent sur Hiroshima et Nagasaki. La guerre est finie. Churchill, frustré, se retrouve sans conflit à Meneret. Ce qui fait de Jack Churchill une figure unique dans l'histoire militaire, c'est qu'il a prouvé une vérité que les stratèges modernes préfèrent ignorer. La technologie ne garantit pas la victoire. La surprise, l'audace et la volonté peuvent compenser n'importe quel désavantage matériel. Un homme avec un arc et une épée a terrorisé des soldats équipés des armes les plus modernes de leur époque. Dans un monde où les armées investissent des milliards dans des technologies de plus en plus sophistiquées, l'histoire de Mad Jack rappelle que le facteur humain reste décisif. Les Allemands avaient des mitrailleuses MG42 qui tiraient 1200 coups par minute. Ils avaient des Panzers, des Stuka, des V2, mais ils n'avaient personne comme Jack Churchill. Après la guerre, Churchill ne prend pas sa retraite. Il devient instructeur parachutiste en Australie, puis officier en Palestine pendant les troubles de 1948. Il apprend le surf en Australie et devient l'un des premiers Britanniques à surfer sur les vagues de la côte anglaise. Jusqu'à sa mort, en 1996, à l'âge de 89 ans, il reste convaincu qu'il a vécu la plus grande aventure que le XXe siècle pouvait offrir. Aujourd'hui, dans les manuels des forces spéciales britanniques, l'histoire de Jack Churchill est encore enseignée, non pas pour encourager les soldats à utiliser des arcs et des flèches, mais pour leur rappeler que l'innovation tactique ne vient pas toujours de la technologie. Parfois, elle vient de la volonté de faire ce que l'ennemi considère comme impossible,
Impensable. Fou. Un général américain qui a étudié ces opérations a résumé son héritage en une phrase. Churchill n'a pas prouvé que les armes anciennes sont meilleures que les modernes. Il a prouvé que la surprise absolue est l'arme la plus meurtrière qui existe. Et rien ne surprend plus qu'un homme avec un arc face à une armée de mitrailleuses. L'histoire de Mad Jack Churchill nous enseigne que les véritables innovations militaires ne sont pas toujours celles qu'on attend. Parfois, regarder vers le passé permet de voir l'avenir plus clairement. Parfois, l'arme la plus primitive devient la plus sophistiquée quand elle est utilisée de manière inattendue. Et parfois, il suffit d'un seul homme assez fou pour croire que l'impossible est possible. Bien au-delà d'une simple curiosité historique, l'héritage de Churchill résonne encore aujourd'hui. Il nous rappelle que la guerre n'est pas seulement une question de puissance de feu, mais de créativité, d'audace et de volonté humaine. Dans un monde qui valorise la technologie au-dessus de tout, Mad Jack reste le témoin d'une vérité éternelle. Ce n'est pas l'arme qui fait le guerrier, mais l'esprit qui la maniait,